Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 61 de Good Manufacturing Podcast, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. Alors, comme je le disais il y a une seconde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de l'épisode 60 sur notre petite méthode qu'on avait évoquée la dernière fois, sur notre analyse de la criticité des déviations. Alors, ça implique plein de choses. C'est assez philosophique. On a relu l'ICHQ 9 et Miracle, effectivement, comme je le disais, tout s'aligne parfaitement. Arnaud, comment ça va cette fois-ci? Ça va bien, écoute, ça va très bien. Et bah oui, tout s'aligne parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi du bon sens. Et on n'a pas non plus sorti cette approche analyse de risque de notre chapeau, mais du coup, c'est très bien, quoi. C'est très bien. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'aligne même dans le vocabulaire, quoi. Ouais, c'est ça qui est trop drôle. Alors, si on reprend, donc là, j'ai ressorti quelques articles intéressants, donc sur lesquels on va réfléchir ensemble. Donc, on va faire un petit coup de c'est marqué dans les BPF. Ah ouais, ça existe encore, ça ça existe encore. On a des épisodes qui sont encore à monter là, qui traînent au fond d'un placard, donc ça va revenir. Mais bon, soyez patients, désolé. Donc, si je reprends. Premier article intéressant dont on a déjà cité plusieurs fois, de ICHQ 9, principe de gestion des risques qualité, le degré d'effort et de formalisation et de documentation du processus de gestion du risque qualité doit être proportionné au niveau de risque considéré. C'est dès le départ, et je pense que c'est un point fondamental de ICHQ 9 et 10, d'ailleurs. On va le voir dans un instant avec le deuxième article, cette fois-ci que j'ai sélectionné, qui est issu de ICHQ 10 3.2.2, système d'action corrective et préventive CAPA. Donc là, je passe le tout début, mais c'est une approche structurée du processus d'investigation doit être adoptée et avoir pour objectif de déterminer l'origine des causes. Le niveau d'effort fourni et la documentation de l'investigation doit être proportionné au niveau des risques conformément à la ligne directrice ICHQ 9. La méthodologie CAPA doit permettre l'amélioration du produit et du procédé et améliorer leur compréhension. Donc ça, c'est les deux points qui commencent à dire que oui, il faut proportionner le niveau d'action au risque considéré, au niveau du risque considéré. Donc ça, on avait déjà, en gros, notre méthode d'avant était déjà était très basée dans ce sens. Et ensuite, quand on continue à lire ICHQ 10, donc paragraphe 4.3 et 4.4, appréciation et maîtrise du risque. Là, les articles sont un peu longs, je vous les laisserai les lire, mais en synthèse, l'analyse de risque, qu'est-ce que c'est ? C'est identifier ce qui peut poser problème, comprendre comment un dommage peut survenir et évaluer l'importance du risque en combinant la gravité et la probabilité. Yes. Ensuite, maîtriser le risque, c'est décider ce qu'il faut réduire, s'il faut réduire le risque, mettre en place des actions adaptées si nécessaire ou, et ça c'est très intéressant, accepter le risque s'il est jugé tolérable. Et ça c'est marqué, c'est marqué noir sur blanc. On peut aller regarder. Après c'est qu'est-ce que c'est qu'un risque tolérable ? Qu'est-ce que c'est d'un risque tolérable ? C'est gravité, probabilité. C'est là où tout le sel du machin est situé, quoi. Ça dit pas comment faut le faire, mais voilà, ça donne en tout cas l'idée. Et derrière le principe fondamental qu'on peut dire ça, c'est tout risque ne doit pas être éliminé, mais évalué et géré de manière proportionnée. Voilà l'esprit du truc, quoi. Ouais.
Et ça, c'est ultra intéressant. Et donc finalement, derrière, en fait, pour rien cacher, ce qui allait pas dans ce qu'on faisait avant, c'est que lorsqu'on évaluait la gravité, on ne savait pas s'il fallait se baser sur le danger ou le risque. Alors là, on en a eu des débats là-dessus, hein, toi et moi. Ouais, Plusieurs fois, et à chaque fois, on se reposait la question, et c'était vraiment compliqué, quoi. voilà. Donc, en fait, c'est est-ce qu'on se borne au fait et à ce coup-ci, ou est-ce qu'on regarde en gros le pire du pire. Et donc, ICHQ9 finalement nous fait trancher et on doit évaluer sur le risque. En fait, attends, on va reposer quand même un truc. Pourquoi est-ce qu'on s'est souvent posé la question là-dessus? Parce que quand on regarde au niveau du risque, avec l'approche que l'on avait jusqu'à maintenant, donc détectabilité, récurrence, mais détectabilité de est-ce qu'on est capable de détecter l'événement, et non pas est-ce on serait capable de détecter le risque, bref, et récurrence, combien de fois ça s'est produit. On se retrouvait, en regardant le risque, à avoir des évaluations de niveau de criticité super élevés pour des trucs où, intrinsèquement, on sentait bien que c'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'on avait aussi tendance à partir du danger. Alors que là, dans la démarche dont on est en train de parler et dont on va détailler un peu aujourd'hui, quand tu regardes la gravité du risque, donc un truc qui est super grave, mais si tu le regardes au regard de la probabilité que ça se produise, ça peut vachement réduire ton niveau de criticité. Et donc cette notion de probabilité, donc quand j'ai un danger, quelle est la probabilité que le risque arrive, à savoir combien de fois ça peut se reproduire, est-ce que je suis capable de le détecter, blablabla, ça peut vachement diminuer ton niveau de criticité. Et c'est pour ça que donc, la démarche qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, elle fonctionne, hein, on va pas la remettre en question, mais elle est pas optimale, voilà, clairement, et elle manque un peu de sens sur certaines décisions, ce qui fait que des fois c'est compliqué de la mettre en œuvre de manière cohérente et qu'on se retrouvait souvent avec des débats, avec des Voilà, appuis, avec des mais débats, le risque le risque il est super grave, etc. Ouais, mais bon. Et en fait c'est le ouais mais bon où on était bloqué quoi. Voilà, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la gravité, elle est absolue, c'est-à-dire, quel que soit en fait le système en place, la gravité reste ce qu'elle est. Elle bougera pas. Tandis que la probabilité, donc ce qu'on pourrait appeler l'occurrence, et derrière la détectabilité, eux sont systémiques, donc dépend des conditions et du système en place, et elles peuvent varier. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Parce que finalement, la même déviation à 1 an d'intervalle, un coup peut être peut être grave à un moment et devenir, peut être critique à un moment et devenir moins critique plus tard, grâce à ce qu'on a mis en place justement pour prévenir l'apparition du risque. Complètement. Et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment beaucoup plus pertinent. Après attention, c'est pas forcément, enfin c'est encore en gestation parce qu'on sent bien que moi je me vois pas faire un comité d'évaluation là tout de suite en disant ok on va appliquer directement cette nouvelle méthode avec le niveau actuel. Alors toi t'as retravaillé un peu le truc, notamment au travers d'une mission, mais c'est pas facile. Déjà qu'avec juste la partie gravité, occurrence, détectabilité, on voit que les gens ils ont du mal un peu à prendre du recul. Et donc il faut être très vigilant. Mais par contre, c'est sûr que une fois qu'on le maîtrise, c'est carrément plus pertinent, quoi, en fait. Exactement. Et pourquoi c'est plus pertinent justement? C'est parce que quand on a une déviation, elle arrive, donc on voit, donc là on peut décrire le danger, donc c'est ce qui s'est passé factuellement. Et derrière, ce qu'on faisait tout le temps, c'est boum, quels sont les risques? Ouais. Et ça, en fait, au début, les gens ont du mal. Mais derrière, au plus on les accompagne sur identifier les risques liés à une déviation, un danger, et bien après, ils deviennent assez performants. Là, ça marche super bien, quoi. Là, une fois qu'ils sont lancés, après, lister les risques, c'est très facile. Et donc, ces risques qui sont listés, après, grâce à un tableau, on peut directement coter la gravité de ce risque. Donc nous, on a choisi 3 niveaux pour coter le risque. C'est risque 0, finalement, c'est aucun risque pour la qualité du produit ou la conformité réglementaire ou la sécurité du patient.
Niveau 1, il y a un risque qualité sans enjeu patient. Donc, c'est-à-dire un défaut qualité ou un écart système mais qui ne compromet pas la protection du patient. Et le dernier niveau, niveau 2, donc c'est-à-dire le risque, il y a un risque pour le patient en termes de sécurité ou d'efficacité. Et Ouais. ça, Et ce qu'il faut peut-être détailler, c'est que de la même manière que dans notre ancienne approche, là, comme ça, si on donne juste ces 3 niveaux-là sur un site à des gens, ça va être extrêmement hétérogène d'une personne à l'autre, il va y avoir beaucoup de questions, etc. Donc on a aussi, comme avant, une grille complète de critères qui permet, en fonction de si on regarde, si le danger concerne le produit, une contamination, blablabla, au regard des risques, dans quel niveau on est. voilà, c'est ça. Donc en fait, pour chacune des catégories de danger, on a listé les risques et le niveau, si c'est niveau 0, 1 ou 2. Et donc en fait, dans le tableau, on trouve directement des risques. Et donc c'est ça qui est top, c'est parce que l'AQ peut se faire ultra plaisir sur... peut vraiment se sentir pleinement satisfaite de dire, voilà, on a eu ça, quels sont les risques ? Quel est le risque ? Le risque, c'est d'avoir une contamination croisée, le risque... Même si, finalement... En fait, toi, c'est ce que je disais dans l'épisode dernier du bout des lèvres, là, tu sais... où tu vois, c'est une contamination croisée, mais avec même produit, même truc, finalement tu n'as pas de risque patient. Mais en fait, c'est ok, cette fois-là, on a eu un truc où c'est pas risqué, mais en fait, dans un autre cas, ça pourrait faire une contamination croisée risquée. Et donc, Voilà, et tu peux dire, ok, ça représente clairement un risque pour le patient. Boum, niveau 2, très bien. exactement. Mais après, tu regardes la probabilité du risque. Et Voilà. du coup, je me permets, du coup, parce qu'on a une question et elle me semble super importante à répondre. Question de Thomas. Thomas, toujours présent sur nos lives, ça fait plaisir. Et donc, par rapport à ce qu'on dit, sa question est simple. Peut-on prendre en compte les actions immédiates pour notre analyse de risque ? Alors, non. Tu viens d'y répondre en partie, du coup. Voilà. Non, en fait, les actions immédiates sont exclues. Elles sont là pour, en fait, gérer l'impact. Mais pour l'évaluation du risque, elles sont complètement exclues, ce qui facilite complètement l'évaluation, justement. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet, hein. Effectivement, on ne prend pas en compte les actions immédiates pour évaluer le risque. Ça va servir justement à gérer l'impact derrière. Et après, si jamais on met en place ça, ça permettra de réduire la criticité résiduelle de la déviation. Donc voilà, après les différentes actions, quand on regarde notre lot, notre produit, à quoi il ressemble, eh bien, il est comme ça, et du coup, il n'y a aucun risque ou un risque mineur sur ce produit, quoi. Mais par contre, les actions immédiates peuvent jouer sur la probabilité du risque. Je m'explique. Non mais je m'explique. Je m'explique. Si tes actions immédiates, en fait, sont liées à une conduite à tenir qui est en place sur le site, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as le danger qui se présente, tu sais que tu dois faire ces actions immédiates. Donc forcément, ça va réduire, je sais pas, ça peut être de faire un tri remontant pour détecter les problèmes, ça va peut-être augmenter ta détectabilité ou ton occurrence de ton risque et donc réduire sa probabilité. Bien entendu, c'est si on parle là il y a une conduite à tenir qui est formalisée, donc en gros, j'ai un mode de fonctionnement qui est défini dans ce cas-là. Alors moi, je suis pas spécialement d'accord là-dessus. Pour moi, les actions de tri, conformément justement aux procédures, elles influent pas du tout sur l'occurrence du problème ou même la détectabilité ou même la gravité, hein. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est déjà, ce qui t'a fait, en tout cas, regarder ton événement, ça s'est produit. Ouais, Donc en fait, mais ça dépend en fait. Si je sais pas, ce que tu as détecté, c'est les mentions variables sont mal paramétrées. Du coup, tu lises tes risques. C'est quoi les risques ? les risques, c'est d'avoir une boîte mal marquée, c'est d'avoir des boîtes non marquées ou mal marquées dans ton produit fini. Et donc ça, finalement, ça fait un problème de traçabilité donc une opération, là, c'est taille dans traçabilité, une information de traçabilité critique est définitivement perdue ou incorrecte, Ouais, non, compromettant ok. la capacité à protéger le patient, donc tu es en niveau 2.
Après, Et du coup, c'est vrai que ton action immédiate n'aura pas d'impact sur ton occurrence parce que ça peut se reproduire. voilà. C'est plus ta détectabilité. Est-ce que... Ouais, non, Et t'as après, raison. ta T'as raison. détectabilité, J'ai c'est rien dit. bon, tu l'as détecté. Donc là, Ouais. tu l'as détecté. Après, il Bah, faut regarder. Hein, mais comment tu l'as détecté, quoi. voilà. C'est comment Mm. tu détectes ça, ouais. Donc il nous dit quand même Thomas, merci du retour. Donc je peux avoir une déviation critique sur la base de l'analyse de risque, mais sans impact sur les actions immédiates. Si les actions immédiates ont su contenir l'événement. Bah oui, exactement, en Mm. fait. Après, voilà, encore une fois, c'est la criticité. Donc ta déviation, elle serait critique parce que tu as une gravité qui est forte. Donc niveau 2, impact patient potentiel. Et la probabilité que le risque se produise. Donc ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que de par le mode de fonctionnement de ton site, la situation se reproduise à nouveau. Mm. Et en plus, tu n'as pas les moyens pour la détecter. Tu la détectes pas très Donc, bien, quoi. Donc voilà. voilà. Donc oui, ça me choquerait pas. Et même si tu as mis les bonnes actions immédiates pour Contenir cet pour événement. contenir le truc, ta déviation elle est critique, mais par contre, ton niveau de risque final après intervention, là, il est nul. Ça, on est d'accord. Mais le niveau de risque initial, il est critique. Et c'est un très bon exemple, c'est une contamination croisée. Je veux dire, tu as détecté une contamination croisée. Tu as trié tout ton lot et tu as ouvert ta déviation. Donc, tu te dis, bah ok, j'ai pas d'impact parce que on a trié tout. Il y a rien de, il y avait juste un étui à un moment donné. J'en sais rien. Voilà. Ouais, ok. Pour autant, la gravité, elle était forte. Donc, tu as un niveau de gravité important et la probabilité du risque. Donc, son occurrence et sa détectabilité, bah, ça dépend un peu de comment tu l'as détecté et à quelle proportion ça peut se reproduire. Mais ça peut très bien tomber en critique. Exactement. Majeur ou critique en l'occurrence, en fonction de ta probabilité de risque. Et alors après, ne nous éloignons pas trop non plus du but de tout ça. Hein. En fait, le but derrière l'évaluation de la criticité, c'est de déterminer le niveau d'investigation et après le niveau d'escalade. Finalement, ça reste un peu ça, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu as décidé que c'était une déviation, eh bien là, de toute façon, tu fais ton impact à fond, quoi. Enfin, du coup, tu t'étudies ton impact à fond et tu le traites, comme tu l'as dit, avec tes actions où tu es sûr que derrière, il n'y a pas de risque pour le haut. Ça, c'est toujours assez bien fait. Mais après, derrière, c'est à quel point tu veux être sûr que ça ne se reproduise pas. Donc, si c'est critique, c'est là où tu dois faire ton investigation aussi profond que possible et derrière déterminer voilà, des actions où tu vas être globalement assez sûr que tu vas sécuriser ce problème-là. C'est ça, c'est pour ça que c'est critique, c'est parce que derrière, tu veux trouver fort tu veux trouver une vraie solution à ce problème, quoi. Après, bon, l'escalade derrière, ça derrière, c'est pour que les gens soient au courant, quoi. Mais sur le principe, si derrière le système fonctionne bien, voilà. Donc ouais, ça c'est super, merci pour ces questions. Alors après derrière, quand on a fait le tour un petit peu de la gravité, derrière si on s'intéresse justement à ce niveau d'occurrence. Donc finalement l'occurrence, ce que là on envisage, parce que ça c'est pareil, l'occurrence. Par contre, ça reste un point intéressant, c'est que c'est jamais évoqué dans ICHQ 9 et 10, l'occurrence. Et en fait, c'est parce qu'on devrait, je pense, changer globalement un peu le terme de occurrence à plutôt une espèce de probabilité. Mais ça fait beaucoup de probabilités. Voilà, c'est ça. Donc on est resté un peu sur niveau d'occurrence et du coup, ce qu'on envisage ce qu'on envisage de définir l'occurrence, c'est en fait la probabilité que. Attendez une seconde, voilà. D'apparition de la situation, quoi. De apparition ou de voilà, parce que l'air de rien, on a le danger et derrière on évalue le risque. Et en fait, il y a deux niveaux. Enfin, on peut réfléchir à deux niveaux. C'est est-ce que le risque lié au danger peut se produire et derrière si derrière si ça s'est déjà produit, est-ce qu'il peut se reproduire, quoi. Donc là, ça reste une évaluation qui est, si on la prend comme ça reste une évaluation qui reste assez subjective. Après, bon, on a établi trois niveaux très improbables, possibles et très probables. Et derrière, après, avec voilà, des critères. Mais je suis tombé sur un petit logigramme. Enfin, on a pensé à un petit logigramme assez intéressant.
Donc, Ouais, en fait, qui est très bien. Ouais. si on observe le truc, c'est si on répète exactement la même activité demain dans les mêmes conditions, est-ce que le scénario pourrait-il se reproduire? Sinon, c'est très improbable. Si oui, il faut se poser la question suivante. Le scénario nécessite-t-il une combinaison inhabituelle ou exceptionnelle de circonstances? Sinon, c'est très probable. Et si oui, ça reste possible. Donc, c'est assez intéressant pour faire le tri derrière. Après ça, plus les critères, je pense que sur de nombreuses déviations, on pourra éprouver ce système de classification. Moi je l'aime bien, ce petit logigramme. Alors, je sais pas où tu l'as trouvé ou si c'est toi qui l'as pondu ou quoi, mais il y a un truc qui ressort quand même. C'est ce côté, une condition, voilà, le scénario nécessite-t-il une combinaison inhabituelle ou exceptionnelle de circonstances? C'est un peu quand même une pré-analyse de cause. T'as des cas où ça va être super simple de te dire tout de suite, et t'as des cas où tu as besoin de faire un peu une analyse de cause. Et donc ça me gêne un peu, parce qu'au moment où on fait l'évaluation, on n'a pas encore fait d'évaluation de cause, à part dans ton QQOQCP, ah bah c'est quoi la cause probable que les gens ils peuvent noter. Donc c'est dangereux. Et je pense que voilà, il y a encore un peu de travail à faire là-dessus, mais il y a ce côté par rapport à l'occurrence, justement, c'est la fréquence de l'activité qui reste un élément clé parce que un truc que tu fais tous les jours, du coup, dans cette démarche-là, si tu fais tous les jours, il y a plus de chances que ça se reproduise que si c'est un truc que tu fais tous les 6 mois, quoi. Oui, mais Ou pas. Enfin, voilà, ouais, mais il y a ce côté. c'est Donc, c'est pour toi c'est un peu là, délicat. c'est la prochaine fois que tu le fais, quoi. Donc en fait, si tu retentes de faire ce truc-là, est-ce que ça va encore merder ou pas, quoi? Ouais. Si c'est sûr que ça va merder, oui. Si globalement aucune chance parce que voilà. Ouais, ouais. Après, oui, effectivement, ouais, c'est là où effectivement restera la subjectivité où les gens vont effectivement probablement dire, bah là on sait pas, bah du coup on met, ouais, j'avoue. Non, non, mais c'est voilà, et ça, c'est un élément qui reste à construire aussi. Hein. Encore une fois, on est en phase exploratoire d'évolution de nos outils et ça va dans le bon sens, mais il faut qu'on arrive à trouver quelque chose, quoi. Ouais. Et donc le dernier point sur la Ah, détectabilité. Ouais. attends, parce que là, du coup, Thomas pose une autre question. Je vois beaucoup de sites où l'analyse d'occurrence est basée uniquement sur une déviation précédente avec la même occurrence dans une période définie. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant parce que justement, On en et revient. c'est un peu aussi, c'est un peu ce qu'on faisait hein, avec l'approche gravité occurrence détectabilité qu'on avait jusqu'à maintenant. Euh, c'est on regarde la récurrence, Mm, mais la récurrence ne prédispose pas de à quel point ça pourrait se reproduire. mm, Ça veut juste dire qu'en fait, on a mal traité les problèmes avant. mm. Donc ça peut être intéressant dans ton investigation pour éviter de remettre les mêmes capas qui n'ont pas marché, ça d'accord, mais ça veut pas dire que parce que c'est pas récurrent, ça peut pas se reproduire. Et à partir du moment où tu es dans une analyse de risque et de la probabilité du risque, en fait, le mindset, il est complètement différent. Exactement. En fait, l'historique, ça va t'informer, mais ça peut pas décider. Alors, tu vois, c'est là où ce qui est intéressant, c'est si ton risque s'est déjà produit dans le passé, tu peux plus être en très improbable, mais tu peux Mm. toujours être en possible ou très probable. C'est-à-dire que si, bon Mm. bah voilà, ça s'est déjà produit dans le passé, mais globalement, Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement, et tu dis à partir du moment où ça s'est déjà produit dans le passé, on peut plus être en très improbable. Mais si entre la dernière fois où ça s'est après produit voilà, et là t'as une capa qui est en train d'être mise en place, qui est ou en train, qui a tu été vois, mis en bah ça place peut. avec un contrôle à 100%, enfin même avec Ouais. avec je sais pas moi, t'as changé la machine ou t'as fait un truc assez solide, bah du coup tu peux te dire bon bah voilà. Et manque Après de peau, ta déviation elle vient de sortir et ta machine elle est changée dans une semaine. Bon bah par contre la non, probabilité que ça se produise dans le futur, tu peux pas dire bah parce que c'était récurrent dans le passé, ça sera récurrent dans le futur. mais je pense pas que encore une fois, alors c'est là où il y a la notion qui est assez intéressante et en fait c'est là où c'est compliqué de parler avec des cas théoriques.
parce que là, du coup, tout le monde imagine un peu donc il faudrait passer sur des cas pratiques pour vraiment en discuter plus profondément. Mais en fait, tu as aussi la notion que, bah, justement, vu que tu as évalué un risque et non un fait, et bien en fait, c'est là où, enfin, tu sais, c'est quelle chance a ce risque de se produire, tu vois. Et finalement, derrière, c'est là où tu peux te dire, c'est très improbable, c'est possible, c'est très probable. Comme tu dis, c'est de la gestion de risque et c'est plus en fait, c'est plus un regard sur le passé, quoi. Donc c'est là où effectivement avec des cas concrets, c'est beaucoup plus sympa. Tu vois, par exemple, bah voilà, là j'en avais un qui était assez intéressant, justement. Si ton truc c'est voilà, une mouche retrouvée dans un couloir de production, ton risque c'est une contamination du produit par l'insecte. Voilà. Donc si, par exemple, ton cas, c'est la mouche a été retrouvée dans un couloir de production, le risque de retrouver une mouche dans le produit, c'est très improbable à cause des sas, à cause des pièges, à cause de comment c'est foutu. Par contre, si ton cas, c'est une mouche retrouvée en zone de production, là, tu arrives plutôt sur du possible. Parce que malgré les carters, malgré les carters immédiats, malgré trop d'hommes, etc., enfin, j'en sais rien, malgré les carters de la bistéreuse, enfin, selon là où tu l'as retrouvée, eh bien là, la mouche pourrait effectivement se faufiler. Donc là, tu arrives sur du possible. Par contre, si tu as retrouvé ta mouche en zone de production et que tu as eu une réclamation pour une mouche retrouvée dans les alvéoles, là, tu es quand même sur du très probable, du coup. Voilà un peu l'idée derrière cette évaluation. Donc c'est pour ça, avec un cas concret, ça met quand même en perspective vachement plus que, en fait, réfléchir sur du théorique, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, regarder dans le passé, c'est pas forcément justement regarder donc la récurrence, c'est pas forcément regarder la probabilité du risque, c'est regarder la récurrence du danger. Exactement. Et du coup, en fait, je me suis frotté vachement souvent à justement cette analyse où le problème, il arrive et tu regardes dans ton ERP et c'est là où tout le monde va dire ouais mais le périmètre et tout machin, donc ok, là là il se décide à prendre un périmètre ultra spécifique. Par exemple, typiquement ça peut arriver sur des nettoyages dépassés, tu vois. Donc là il décide bon bah on va regarder dans le service. Et puis finalement, si tu regardes sur l'usine, tu arrives à un nombre important de fois où ça a été dépassé. Donc là, bon bah, tu passes à côté d'une information. Après, encore une fois, si il y en a jamais eu avant, c'est la première fois. Mais en fait, tu vois que l'équipe va tourner à effectif réduit pendant les 6 prochains mois. Bah, en vrai, il y a beaucoup plus de risques que ça arrive à partir de maintenant. Et là, c'est la première fois, mais tu sens que ça pue là. Enfin, toi, en gros, c'est ça, c'est y a un problème qui globalement tu sais que ça va se reproduire parce que si on fait rien, tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu as un pH qui a été un pH qui est raté une fois puis une deuxième fois, ça fait que 2 fois, alors que ça fait 2 fois d'affilée, ça reste en occurrence faible parce que ça fait que 2 fois. Mais tu sais que la troisième fois ça va être beau aussi parce que t'as rien fait. Donc là, tu peux dire, bah là, c'est très probable, quoi. C'est très probable que le prochain coup, on ait un pH non conforme sur ce truc-là. Parce que on utilise les mêmes. Tu vois, c'est dans les conditions actuelles, on n'a rien changé, ça va être non conforme le prochain coup, quasi sûr, quoi. Et donc c'est là où c'est là où c'est intéressant, quoi. On parle un peu de la détectabilité parce que là on est presque à la fin et je trouve qu'il y a un truc qui est vachement intéressant aussi sur la détectabilité. Alors la détectabilité, donc là effectivement, en fait, la détectabilité, on se passe, en fait l'occurrence c'est avant que le risque se produise et la détectabilité c'est après que le risque se soit produit. C'est quelle est la probabilité qu'on arrive à détecter le risque avant qu'il n'arrive finalement jusqu'au marché, quoi. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt, alors je sais pas, mais la détectabilité, ça serait pas plutôt quelle est notre capacité à détecter le danger ou les conséquences du danger, même pas forcément jusqu'au risque, mais en gros c'est quoi tous mes moyens de détection qui existent après le moment où je l'ai détecté, qui auraient pu le détecter et donc qui peuvent réduire la probabilité du risque, tu vois.
Ça reste un peu ça aussi, quoi. Ouais, mais parce que si tu regardes juste la détectabilité du risque après, bah, tu oublies tous les moyens de détection qu'il y a entre le moment où je l'ai détecté et le moment où le risque se produit, qui sont peut-être en interne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, enfin, pour moi, c'est compris dedans, quoi. C'est tous les moyens que tu as D'accord. Ok. de le voir, Ok. quoi. Ok. Ah, D'accord. et en gros, Tous la les question. moyens que tu as pour détecter qu'est-ce qui pourrait mal tourner à cause de ce qui s'est passé, quoi. Après, c'est intéressant aussi de se dire que la détectabilité, ça récompense pas la vigilance des personnes, mais ça évalue le système. Donc c'est Hmm. là où est-ce que le système, il aurait pu détecter le scénario sans intervention humaine exceptionnelle. Typiquement, le gars l'a vu au pif avant que ça devienne un truc. Là, certains pourraient dire, bah oui, c'est bon, ça a été détecté, donc c'est détectabilité forte, quoi. Alors que non, le gars, il a juste eu de la chance de le prendre à ce moment-là, à ce niveau-là. Euh, Ouais. donc, Et inversement, il l'a vu au pif, il l'a remonté là, mais en fait derrière, on a 46 000 barrières supplémentaires où on l'aurait vu à coup sûr. voilà, Du coup, bah ouais, ok, c'est bien, il l'a vu là, on l'a vu plus tôt, mais de toute manière, on l'aurait vu. voilà. Et Hmm. j'ai mis on a mis des critères sur très probable, possible et très improbable en termes de niveau de détectabilité. Et donc sur le très probable, il y a un niveau de détectabilité effectivement que j'ai rajouté qui est assez intéressant, c'est la situation est par nature détectable, qui répond à pas mal qui répond l'air de rien à pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire tu renverses ta cuve, par nature. C'est très détectable, quoi. Enfin, tu sais, le Ouais, fait que ouais. tu peux pas le rater, Tu quoi. risques, C'est c'est arrivé, ça. c'est là, quoi. Ouais, Et ouais. après, derrière, c'est aussi une question qu'on avait tout le temps. C'est pour les détectabilités fortes, tu sais, c'était est-ce que si on a des IPC, est-ce que si on a les IPC, on l'a vu à l'IPC, est-ce que c'est une détectabilité forte? On l'a vu au deuxième IPC, premier IPC, enfin bref, on savait pas. Enfin, du coup, là, c'était pareil, ça générait pas mal de débats, quoi. Et donc là, finalement, la détectabilité très probable, c'est ou c'est détectable par nature, ou il y a des moyens de détection systématique, c'est-à-dire à 100% qui sont en place. Et après, la détectabilité qui est possible, en fait, c'est qu'on a des moyens de détection qui existent, mais ils reposent en fait sur des. Donc là, ce que je dis, c'est ils sont périodiques, partiels, multiples, mais peuvent ne pas fonctionner dans certaines conditions ou ne pas permettre une détection systématique de la situation. Donc pour moi, Voilà, les j'allais IPC. te poser la question justement. Tu détectes un truc en IPC, genre je sais pas, en milieu de l'eau. Tu peux te dire, bah c'est bon, on avait d'autres IPC à la fin, donc on l'aurait détecté. Bah non, en fait, parce que déjà, un, c'est pas du 100%, Mhm. et deux, bah, je suis désolé, hein, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, ou alors je vais choquer certaines personnes, mais les IPC humains, on sait qu'ils sont pas fiables à 100%, quoi. Donc là, c'est là qu'on a une détectabilité qui reste possible. Exactement. Possible. Et après, Pas, bon, pas très improbable, voilà. mais possible. Et donc, Enfin, pas très... Ouais. très improbable, c'est aucun moyen de détection structuré n'est en place pour détecter et repose principalement sur une observation fortuite ou non planifiée. Donc c'est ça, Mm, prise au pif, démontage. Oh merde, mm, il y a ça. mm. Voilà. Et la grosse différence par rapport à avant, c'est que finalement, on regardait la détectabilité avant. Est-ce qu'il y avait plusieurs moyens de contrôle avant celui où on a détecté qui n'ont pas Mm. fonctionné? Et du coup, on jugeait la détectabilité sur des moyens de contrôle qui n'avaient pas fonctionné avant. Mais ça, putain, c'est de l'analyse de recherche de cause, en fait. Ouais. C'est pas du tout de l'analyse de risque et du coup d'évaluation de criticité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la combinaison de l'occurrence et de la détectabilité, ça va donner la probabilité du risque, qui peut être classée de très probable, possible ou très improbable, et qu'on va mettre au regard de la gravité qu'on a définie. Et c'est là que ça va nous donner notre criticité en fonction de la probabilité du risque et de sa gravité. Mm. Donc un truc qui va avoir un risque patient mais qui est très improbable, alors on peut le classer plutôt vers les mineurs, mais un truc qui va avoir un risque patient et qui va être possible, on peut le classer en majeur, et un truc qui a un risque patient et qui est très probable, à critique, quoi. Voilà, après il y a plusieurs niveaux, hein, mais c'est assez intéressant. Après, faut l'adapter en fonction des cas, etc. Mais c'est pas mal, quoi. Mm. Mm. Complètement. Les premiers tests sont intéressants. Voilà. Mais alors, du coup, ça pose la question, par rapport à notre ancienne méthode, est-ce qu'on a toujours confiance dans notre ancienne méthode de classification? Moi, personnellement, oui, parce que justement, tu fais quand même la liste des risques derrière. Et en fait,
encore une fois, quel est le but? Le but, c'est de définir c'est de définir un niveau d'investigation qui est proportionné par rapport à la criticité. L'ancienne méthode permettait, euh, d'établir un niveau de criticité assez facilement et qui était pertinent. Après, en fait, ce qui m'allait pas dans cette ancienne méthode, c'était justement la quantité de débats qui pouvaient être générés selon des cas spécifiques. Autour du risque, autour du niveau de la gravité du risque. Voilà. Mais je suis d'accord, hein. Ça fonctionne, elle fonctionne. Moi, j'ai pas de souci avec tous les sites sur lesquels on l'a déployé. Par contre, effectivement, là, avec cette nouvelle approche, ça va simplifier les débats dans les comités de décision. Maintenant, ça va simplifier les débats. On est encore un peu en train de travailler pour améliorer, pour pouvoir aussi guider, parce que ça demande aussi une certaine maturité que certains sites n'ont pas. Non, mais voilà, hein, on va dire les termes. Hein. Donc voilà. Donc enfin bref, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré. C'est vrai que c'est assez technique pour ceux qui travaillent pas du tout dans le truc, j'en suis un peu désolé. Après, il y a l'épisode de l'interview d'Olivier Hamon pour les autres qui était vraiment très intéressant, qui est aussi là pour ça, donc il y a un peu de tout pour tout le monde. Et donc merci encore à tous de nous écouter. Si vous êtes arrivé jusque là sans trop avoir pété un boulard, bien joué. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à très vite.